Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Au sommaire de ces journaux, ils sont au total 24, dont une femme, les candidats qui ont postulé pour la présidentielle de décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante a clôturé dimanche ces opérations, annoncé que la liste définitive des candidats sera publiée le 18 octobre prochain. Carnage à Goma, un autre verdict de la cour militaire est tombé ce lundi. Ephraim Bissimwa, leader de la secte Wazalendo, est condamné à la peine capitale. Entre-temps, à Kinshasa, l'affaire Salomo Kalonda renvoyée au 16 octobre prochain suite à l'état de santé dégradant du prévenu. Un invité dans ce journal, il s'agit de Deo Bizibou Balola, secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge de questions politiques et administratives. Bonsoir. Comme vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a clôturé le dimanche 8 octobre la période de réception des candidatures pour l'élection présidentielle. Au dernier jour de ce processus, plusieurs candidats présidents ont défilé à la centrale électorale. Retour en images. Pour le dernier jour du dépôt des candidatures à la présidentielle, plusieurs personnalités ont défilé au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Cette candidature enregistrée notamment celle de Delis Sesanga, président du parti politique en vol. Son objectif est de refonder la République démocratique du Congo. Et j'ai compris que un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision et de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. L'autre candidat enregistré pour la course à la présidentielle, c'est Kikouni. Il revient après l'élection 2018 où il a fini à la 13e position. Cette fois-ci, il se propose comme candidat unique de l'opposition. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur d'Augustin Matata Ponyo. Je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Denis Mukwege. Je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi. Je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Delis Sesanga. Je sais que je peux compter sur le courage de Madame Marie-Josée Ifoko. Floribert Anzoulouni et Jean-Claude Baïndé ont aussi formalisé leur entrée à la bataille électorale. En attendant la publication des listes provisoires puis définitives, 24 candidatures au total sont reçues par la CENI. Clôture officielle de la période des dépôts de candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo dimanche 8 octobre. Selon les sources de la Commission électorale nationale indépendante, 24 dossiers des candidats ont été réceptionnés, dont une femme dans le lot, celui du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat. Images et commentaires.
Ils sont 24 candidats enregistrés pour la présidentielle du 20 décembre prochain. 24 conformément au dossier de candidature réceptionné le dimanche 9 octobre 2023, date de clôture des dépôts des candidatures. De tous les 24 candidatures, une seule dame, Marie-Josée Ifoku, un des candidats malheureux du scrutin de 2018, remporté par Félix Tshisekedi, est candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat. Parmi les 24 dossiers retenus à la CENI, ceux des ténors de l'opposition, dans le lot des lycées Sanga, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Pogno, Adolphe Mouzito, Denis Mukwege et d'autres comme Seth Kikouni, Théodore Ngoï, Noël Chani. Parler de ces 24 candidatures, c'est faire allusion à certains autres têtes qui s'alignent pour la première fois, les cas des hommes des dieux que Agré Ngalassi, parmi les politiques Jean-Claude Baende, Constant Moutamba, Tony Bolamba, Franck Diongo. Tous ces candidatures réceptionnées, le cœur des uns et des autres vont battre à la chamade le 18 octobre prochain, date de la publication de la liste définitive des candidats présidentiables. Et la centrale électorale appelée à signer un pacte d'engagement sur la bonne foi, sur la crédibilité du processus électoral, notamment sur la publication des résultats qui doit traduire la vraie volonté populaire. C'est une démarche du réseau Pona Congo qui a déposé ce lundi l'acte d'engagement à la CENI. Suivez. Le siège de la Commission électorale nationale indépendante a été envahi ce matin par des Congolais réunis au sein du réseau Pona Congo. Objectif, déposer un pacte d'engagement que la CENI doit signer pour garantir un processus électoral inclusif et dans la paix. Le réseau Pona Congo, qui dénonce déjà la prolifération des discours de haine, des menaces et intimidations, ainsi que des manipulations autour du processus électoral, souligne qu'il est possible de prévenir et d'éviter. Le réseau Pona Congo que nous sommes, que nous constituons, recommande à la CENI la signature d'un pacte d'engagement comme preuve de sa bonne foi, à dissiper les aspects litigieux lui attribués par l'opposition et plusieurs organisations de la société civile et à honorer le prescrit légaux ci-après. Je cite, le respect de la date du 20 décembre comme jour des élections présidentielles, législatives et communales comme indiqué dans le calendrier électoral. La publication de résultats traduisant la vraie volonté populaire. L'affichage de résultats dans tous les bureaux de vote. Et enfin, la garantie que tous les votants seront effectivement issus du fichier électoral. Le réseau Pona Congo soutient donc les élections libres, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu. La cour militaire de Goma a rendu un autre verdict ce lundi sur les cas des civils accusés dans le carnage enregistré le 30 août, chef-lieu de cette province. Elle a condamné à la peine capitale Ephraim Missimwa, leader de l'église La Foi naturelle judaïque vers les nations, plus connues comme les Wazalendo. Suivez. Prévenu. Voici les prévenus qui viennent d'être condamnés. Il y a les prévenus de 6 mois. Ephraim, il vient d'être condamné à la peine de mort. Tandis que les prévenus de 6 mois, Kesheni Asaf, Kalumbi, Nabutaliko et Bouchard sont condamnés chacun à 20 ans. Pour les restes des prévenus, c'est-à-dire Amani Baleki, Amani Alerimana, Ayagiwe, Bahati Kisomolo Shali, Bahati Rwamagira, Badia Mwabo, Bienfait Elia, Baraka
Bicheme est condamné à mort. Le prévenu Baraka Ngezai aussi, condamné à 10 ans. Prévenu Baraka Kabeira à la peine de mort. Prévenu Barugweshi, 10 ans. Prévenu Bazubafite, 10 ans. Prévenu Miringanine, 10 ans. Prévenu Bissimwa Moussolo, lycéen, 10 ans. Prévenu Boubikane, 10 ans. Prévenu Bouzima Moduga, 10 ans aussi. Je le disais au sommaire de ce journal, l'affaire Salomon Kalonda, renvoyée au 16 octobre suite à l'état de santé dégradant du prévenu, décision de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe qui a siégé ce lundi en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. À en croire Maître Gérard Ledi Moukoko, l'un des avocats du bras droit de Moïse Katumbi. Leur client est placé sous oxygène depuis ce matin. Salomon Kalonda a été arrêté le 30 mai dernier à l'aéroport international de Ndjili. Il est poursuivi pour incitation aux militaires à commettre des actes contraires à la loi et pour trahison. Dans un autre sujet, Kibali Gold Mine a enregistré 7 de 11 projets de son cahier de charges durant l'année 2023. C'est ce qu'a indiqué Marc Bristow, PDG de cette société lors de la 50e et dernière conférence de presse de l'année tenue à Kinshasa, dans la capitale. Avec ce résultat croissant, Kibali se positionne comme une solution non seulement dans le secteur de mines, mais également dans d'autres secteurs de la vie. Reportage. Comme l'a démontré Barrick, l'exploitation minière responsable présente une capacité unique d'avoir un impact transformateur sur les économies des pays sous-développés et ceux en voie de développement. C'est une force au service du bien de toutes les parties prenantes, en particulier les pays hôtes et leurs communautés. Au cours de cette dernière conférence de presse, Kibali a présenté les résultats dans les travaux réalisés. Depuis le début de l'année en cours, Kibali a versé plus de 180 millions de dollars aux fournisseurs congolais tout en continuant à investir dans les programmes de développement communautaire. Un motif de joie pour les dirigeants de Kibali Gold Mine. Notre vœu le plus ardent, comme Marc l'a dit, c'est que demain après-demain, que vous voyez un Kibali naître et que nous puissions aussi croître dans la filière cuple-fer, comme nous évoluons déjà en Zambie et dans bien d'autres pays, non seulement en Afrique, mais au travers du monde, comme vous l'avez vu. C'est une fierté pour le continent africain. Aujourd'hui, nous allons aux États-Unis. Nous avons beaucoup de nos collègues de Kibali qui sont maintenant à Nevada, qui travaillent, qui apprennent à ces Américains un bon nombre de choses. Comme Marc l'a dit, c'est une fierté pour le Congo, c'est une fierté pour nous tous. Lors de cette même conférence de presse, des prix ont été remis aux structures qui militent pour les soucis de la population. Je suis très touchée, c'est une surprise. Ils m'ont juste dit de venir et participer à la conférence. Et pourtant qu'il y a des choses qui s'est passées derrière dans le noir, je suis vraiment touchée. Et je voulais dire aussi que je pense que Kibali, ce n'est pas seulement les gold, ce n'est pas les minéraux, mais c'est aussi le social. C'est toucher la vie des gens. Dans les secteurs de l'environnement, Kibali continue à s'imposer comme leader en matière de la biodiversité, avec une évaluation en cours pour les transferts des 30 rhinocéros blancs supplémentaires vers le parc national du Garamba. Bienvenue mesdames et messieurs à cette deuxième tranche de journal. Sur ce plateau, je reçois le secrétaire général adjoint en charge de questions politiques et administratives de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonsoir monsieur Edéolisi. Bonsoir madame. Avec lui, nous allons aborder des questions d'actualité, notamment la clôture des dépôts des candidatures à la Commission électorale nationale indépendante qui a enregistré plutôt 24 candidats, dont Félix Tshisekedi qui a déposé sa candidature ce samedi. Félix Tshisekedi qui dépose une candidature en tant que
candidat indépendant alors qu'il a une famille politique, l'UDPS. Monsieur le CG, comment on peut expliquer cela? Oui, madame, permettez-moi d'abord de saluer tous les téléspectateurs d'Actu 30 qui nous suivent en ce moment ici. Je voudrais commencer par rappeler, chaque fois que vous me recevez, je dis que Félix Antoine Tshisekedi, de l'école de fait son père, de mémoire, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, il est en train de mettre fin à une série de glissements qui a eu lieu. Je rappelle ici que même la transition plus 4 aurait dû s'arrêter, je pense, le 30 juin 2006 en ce moment-là, mais on a dû voir des Congolais mourir. Sous M. Kabangé, on a vécu l'élection qui devait avoir lieu 5 ans après 2011, n'avait pas eu de son d'aller juste en 2018. Félix Antoine Tshisekedi confirme donc qu'il est de l'école de fait son père en mettant fin à cette série de glissements, c'est-à-dire que respecter la Constitution, que les élections puissent avoir lieu dans le délai conditionnel. Donc, il y a beaucoup de gens qui doutaient depuis, qui pensaient qu'on n'allait pas y arriver. Eh bien, nous sommes très heureux. Ceux qui parlaient de l'inclusivité du processus électoral, rendons compte qu'avec les 24 candidats, eh bien, si vous avez l'information, il a fallu même y avoir plus que ça, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu réunir la caution et dont les dossiers n'ont pas été reçus. Donc, je disais que le chef de l'État, donc dans cette détermination, il a voulu que nous puissions respecter les délais constitutionnels. L'élection va donc avoir lieu. Par rapport au dépôt de sa candidature comme indépendant, je rappelle que d'abord, lorsqu'il dépose sa candidature en 2018, en ce moment-là, vous vous rappelez, là, la candidature était de l'UDPS. Le cash est venu après que chaque candidat ait déposé sa candidature donc à la CENI. Le cash est arrivé par la suite. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant là? C'est que avant que le chef de l'État ne dépose sa candidature, il y a eu l'union sacrée. C'est pas comme auparavant où nous avions d'abord l'UNCK qui avait déposé la candidature de M. Vital Kamerhe d'un côté, et puis Félix Antoine Tshisekedi, dont la candidature avait été déposée par l'UDPS. Donc ici, nous avons une évolution. Félix Antoine Tshisekedi en 2018 a déposé, l'UDPS a déposé sa candidature. Maintenant, là, nous rendons compte que dans ce processus actuel, eh bien, il n'appartient plus à l'UDPS seul. Nous sommes même très heureux de constater qu'il y a même des forces qui étaient hier contre lui, notamment Jean-Pierre Bemba qui était dans la Mouka de l'époque, qui nous a rejoints, et bien d'autres. Donc, il n'est plus une candidature, ce n'est plus une candidature seulement de l'UDPS, mais c'est plutôt l'UDPS plus d'autres forces qui sont jouées donc à nous. Et c'est comme ça que vous avez suivi une série de congrès et de conclaves où le chef de l'État a été investi comme candidat de toutes ces familles là-bas. C'est comme ça que, n'étant plus à mesure de venir comme au nom d'une seule famille politique, au nom d'un seul parti politique, mais il s'appuie donc tout ce parti politique. Mais est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité, malgré que l'UDPS, le chef de l'État, se retrouve dans l'union sacrée, il ne pouvait pas déposer sa candidature en tant qu'UDPS? S'il vous plaît, il constate que tout le monde, le plus grand nombre de Congolais approuvent, le soutiennent. Quoi de plus normal que de faire ce constat-là? Et que ce soit nous, UDPS, que ce soit l'union sacrée, vous avez su beaucoup de développements dans l'union sacrée qui porte son soutien, donc qui porte sa candidature. Donc nous sommes allés donc au-delà de l'UDPS, madame. Le chef de l'État, comme vous venez de le dire, mais face à cela, Félix Tshisekedi a d'autres challengers comme Denis Esanga et Dr Denis Mukwege. Aujourd'hui, si avec l'Union sacrée, est-ce que vous êtes sûr de gagner ces élections au cas où l'opposition se mettait ensemble pour faire sortir un candidat commun face à Félix Tshisekedi? Est-ce que vous êtes sûr Madame, de gagner je voudrais d'abord commencer par constater que l'UDPS a réussi sa mission, est en train de réussir davantage sa mission. Vous rappelez, madame, je sais de rappeler que nous sommes battus dans ce pays pour l'état de droit, pour la démocratie, pour le multipartisme. Nous avons des combattants de l'UDPS et derrière nos héros qui sont nos fondateurs et même en tête desquels feu et inscrit au monde, nous avons perdu beaucoup de Congolais seulement parce qu'ils réclamaient le droit à disposer de leur liberté de créer d'autres partis politiques. Donc la liberté d'expression, la liberté d'association.
Aujourd'hui, que nous puissions avoir plusieurs partis politiques, plusieurs candidats, c'est ça comme ça que nous avons réussi notre mission, nous donc l'UDPS. Donc ça ne nous dérange pas, plutôt ça nous conforte en disant nous avons réussi notre mission comme UDPS. Ces challengers, d'abord, je dois souligner ici qu'il est question ici d'être candidat à la candidature. Contrairement à notre... contrairement à Félix Tshisekedi, les autres sont candidats. Ils veulent être... Parce qu'il y a un processus. Il faut que d'abord, la CENI, c'est comme le cas pour les députés, les candidats députés provinciaux. Moi, j'étais candidat à la candidature, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres? La CENI va publier la liste des candidats retenus à son niveau, liste provisoire. Ensuite, il pourrait y avoir des contentieux, comme ça a été le cas aussi au niveau provincial, au niveau national, au niveau de la députation. Et enfin, la Cour constitutionnelle en cas de contentieux. Alors, après les contentieux à la Cour constitutionnelle, à ce moment-là, maintenant la CENI va rendre publique la liste définitive. Et là, on sera bien parti. Donc, je ne pense pas qu'on puisse manquer de contentieux dans tout ce qui va venir ici quand on voit 24 candidats. Donc, tous ces challengers-là, j'estime que c'est ça l'expression de la démocratie. Eh ben, le peuple... Face à une candidature commune de PES, vous n'avez pas peur? Absolument pas. D'abord, je voudrais dire que Félix Antoine Tshisekedi aligne un bilan. C'est ce qui est différent des autres. Déjà que si on doit parler de bilan, quel est le bilan que vous allez présenter? Madame, pour son premier mandat? Félix Tshisekedi a promis d'en finir avec la guerre à l'Est. La situation économique chaque jour ne cesse de se dégrader, le social. Quel est le bilan que vous allez présenter? Parce que Félix Tshisekedi va tenir un discours pour briguer un deuxième mandat. Madame, je commence par vous faire constater que Félix Antoine Tshisekedi arrête la série de glissements. On n'est plus là pour violer la Constitution. En termes de respect des textes de ce pays, on va aux élections dans le délai. Ce bilan-là, il est là. Je parle de ces challengers-là dont vous parlez ici, qui étaient en prison hier, qui ne foulaient pas les pieds qui ne foulaient pas le sol de ce pays. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi, il les a libérés la plupart. Franck Diongue qui était en prison, Moïse Katumbi qui ne mettait plus pied ici au Congo. Ils font partie du bilan du chef de l'État. Parlons de la guerre. Je n'ai cessé de vous dire que lorsque M. Paul Kagame a décidé de prendre en une semaine Goma, Bukavu, Vira, ça tombait comme un château de cartes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, le temps de mettre fin à cette guerre, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens. Je vous ai, et quand vous vous rendez compte, aujourd'hui, nous avons l'encadrement de l'armée qui a suffisamment évolué. Le chef d'État vient d'annoncer qu'il aura à peu près 40 000 hommes qui sont en train de former. Quand vous voyez aujourd'hui comment l'armée est encadrée, nous avons pour la première fois dans ce pays la loi sur la formation militaire qui n'avait plus jamais eu lieu dans ce pays. Vous êtes en train de voir comment l'armée aujourd'hui, on ne recourt plus à l'importation de la tenue militaire venant de Chine, ainsi de suite. C'est fabriqué ici même. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Les fronts là-bas. Attendez, parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui font partie de la secret de secret défense. Voilà, il y a des choses que je ne saurais pas dire ici. Mais tous nos centres d'instruction, tous nos centres d'instruction militaires sont actifs. De telle sorte que nous sommes en train de former suffisamment. Et on ne saura pas tout dire ici. La défense, on n'a pas encore vu un chef de l'État qui défend les intérêts du Congo, l'intégrité territoriale comme fait. Mais ça sera encore des promesses pour... Ça ne sont pas des promesses. Quand le chef de l'État vous annonce qu'il y a 40 000 hommes, mais vous les voyez tout le temps. Quand vous voyez chaque fois comment l'armée est en train d'être équipée, sur le plan logistique, social. Sur le plan social, madame, de ce côté-là, il faut savoir le pays vient d'où. Madame, regardez, le chef de l'État a hérité, d'abord, ce pays n'avait plus de statistiques. Si vous demandiez combien d'agents de l'État donc l'État avait dans ce Congo, vous ne savez plus. Mais maintenant, vous avez des statistiques qui vous font voir maintenant. Aujourd'hui, nous avons aujourd'hui sur le plan social l'enseignant qui a retrouvé sa place, ce n'est pas encore assez, mais bien entendu, on a amélioré les conditions du travail. Avec des dollars 25. Oui, madame, on n'avait plus jamais parlé des frais de fonctionnement pour les écoles dans ce pays. On n'avait plus jamais parlé. Nous sommes à peu près à 6 millions d'enfants qui n'allaient plus jamais à l'école. Quand vous dites à celui qui n'avait rien dans le temps et qui a quelque chose aujourd'hui, mais il faut savoir d'où l'on vient. Monsieur Deobizi Balola, vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et administratives de l'UDPS. Le général John Numbi a fait une sortie médiatique dernièrement. Il dit que les élections prochaines seront le feu qui va embrasser la poudrière. Est-ce cette menace est prise? D'abord, madame... Ces propos de John Numbi vous font peur? Elle est prise?
Madame, d'abord... considération au niveau de l'UDPS, même au niveau de l'Union sacrée. D'abord, Madame, John Numbi, il est où? D'abord, qui est-il? Qui est M. John Numbi, le général? John Numbi, c'est un général à problème. D'abord, sa formation militaire, je ne reviens pas là-dessus. Mais retenons que John Numbi, quand je parlais, quand je disais que Félix Antoine Tshisekedi a le mérite exactement d'avoir mis fin au régime des intouchables dans ce pays, en voilà un. John Numbi, la mort de Feu Chebeya, vous vous rappelez? Les procès Chebeya, effectivement, c'est ce monsieur-là qui a été cité comme celui ayant été à la base de la mort de Feu Chebeya. Voyez-vous? Et à ce niveau-là, mais il parle d'où maintenant? Il parle de l'étranger aujourd'hui. Il n'est plus au pays. Je vous ai dit que ce monsieur était un intouchable. Monsieur John Numbi était un intouchable. Maintenant, lorsqu'un général parle de l'extérieur, de l'étranger, ça veut dire qu'il n'a plus de force ici au pays. Non, c'est un repris de justice. Pourquoi dans les dossiers Chebeya exactement? Et je rappelle pas seulement les dossiers Chebeya. Vous vous rappelez ceux qui avaient abattu pendant les marches de l'Église catholique à l'époque pour la démocratie dans ce pays, ceux qui avaient tué les marchands à ce moment-là, ils ont aussi été jugés. C'est-à-dire que la justice a pris le dessus par rapport à ces hommes forts-là. Ces hommes forts disaient, donc en voilà un, donc il n'y en a pas. Donc je dis, ce monsieur était aujourd'hui à l'étranger, plus Félix Antoine Tshisekedi va affermir le pouvoir exactement, plus la démocratie va s'ancrer davantage dans ce pays, plus on va atteindre les niveaux élevés de l'état de droit. Et ces hommes et ces femmes-là qui se trouvaient hier, hommes forts, vont se trouver en train de rendre justice exactement. Monsieur John Numbi, il doit être prêt à le rattraper, il viendra ici au pays, il sera jugé. Mais ses propos? Sa force, il aurait été fort s'il parlait d'ici, et voilà. Il est en fuite aujourd'hui, ses propos, c'est juste une façon de dire que nous sommes... Mais il est en train de défendre, il dit que Joseph Kabila a légué un pays entier, que Félix Tshisekedi n'a pas protégé l'acquis de cette alternance pacifique. Aujourd'hui, les gens peuvent commencer à regretter. Je vous ai fait voir que cette armée-là, le Rwanda était toujours dans ce pays. Non, il décrit l'intribalisme dans ce pays. S'il vous plaît. Lorsque M. Kabila quitte le pouvoir, nous avons des officiers rwandais dans l'armée, ici, et qui étaient en train de diriger l'armée. Rappelez-vous que le chef de l'État a dû prendre des ordonnances pour chasser de l'armée des officiers rwandais dans ce pays. Voyez-vous? Et comme j'ai dit, cette armée ici était préparée même à faire un coup d'État contre les institutions. Il y avait plusieurs scénarios qui avaient été prévus par l'ancien président pour reprendre le pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils n'avaient pas cru qu'on arriverait aux élections jusqu'aujourd'hui. Ben ça, pour John Numbi, c'est le cri de quelqu'un qui ose avoir. Quand, en matière de guerre, quand un général est en fuite déjà, il a quitté ses bases, il est loin, il est en position de faiblesse, je pense que l'État va faire son travail, l'État va s'occuper de lui. Vous déconsidérez tout ce qu'il dit, vous rejetez, ça n'a pas de sens. Je dis, s'il était fort, s'il vous plaît, j'ai dit, c'est un repris de justice. De justice, il faut qu'il vienne répondre à la mort de Feu Chebeya et d'autres morts. Especially Chebeya, lui c'est un repris et de justice qui devra rendre compte exactement. Vous voyez, dans ce pays, il y a des gens qui n'étaient plus, je parle des hommes forts, des régimes d'hommes forts auxquels Félix Antoine Tshisekedi donc a mis fin. Vous avez Mwanga Chouchou qui vient de décoper la peine de mort. Vous avez même les officiers militaires qui ont été à la base de la mort de nos compatriotes à Goma, qui ont écopé de la peine de mort, c'est-à-dire le régime de l'impunité. Et donc avec les Antoine Tshisekedi, ce n'est plus le cas, ce n'est plus comme à l'époque de l'ancien régime, donc le régime démocratique est en train de faire ses pas. Madame. Monsieur Deobizi, vous merci d'être passé sur A30 Télévision. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Actu 30, au cœur de l'actualité.